Euh, c'est drôle parce qu'en fait j'étais en train de faire les recherches pour la vidéo de cette semaine qui porte sur les différentes prises en charge du TDAH et en fait en faisant les recherches je suis tombé sur un article d'un médecin qui expliquait un truc qui m'a un peu scotché. Il expliquait que le TDAH c'est pas tout le temps. Alors je répète, le TDAH ce n'est pas tout le temps. Alors là, j'étais un peu scotché parce que bah moi, j'ai pas l'impression que c'est juste de temps en temps que j'ai des symptômes en fait. J'ai pas l'impression que. Ouais, non, j'ai pas l'impression que c'est juste de temps en temps. Hein. Hmm. Alors en fait, comme cette notion de TDAH qui ne serait pas là tout le temps, ça m'intriguait énormément, bah, du coup j'ai continué à creuser. Et je me suis rendu compte qu'en fait ce dont il parlait, ce médecin, c'est qu'en fait il expliquait que le TDAH, en fait, la personne qui présente un TDAH, fonctionne avec un verrou dopaminergique. Un verrou dopaminergique. Qu'est-ce que alors, vous inquiétez pas, on va traverser ça ensemble. Le verrou dopaminergique, c'est un grand mot pour dire qu'en fait, le cerveau du TDAH, le cerveau de la personne avec TDAH, adore la dopamine. Voilà, on va faire ni plus ni moins, c'est ça. Dans le cerveau du TDAH, en fait, il y a ce qu'on appelle, dans tous les cerveaux, il y a ce qu'on appelle des neurotransmetteurs. Et c'est les neurotransmetteurs, c'est ce qui permet de traverser, de faire passer les informations de neurone en neurone et du coup de faire passer l'information neurologique. Chez la personne qui présente un TDAH, les récepteurs dopaminergiques sont, alors on va pas dire qu'ils sont dysfonctionnants, c'est juste qu'ils n'ont pas, la même réceptivité. Du coup, pour une même stimulation chez une personne neurotypique, chez la personne présentant un TDAH, il faudra beaucoup de dopamine pour justement que le message passe. Donc c'est ça, et c'est ça en fait le verrou dopaminergique, c'est en gros un grand mot pour dire que le cerveau du TDAH, quand il n'est pas intéressé, et ben en fait il est incapable de fonctionner. Voilà. Quand il n'y a pas de récompense, quand il n'est pas récompensé, quand il n'est pas stimulé, et ben en fait il est incapable de fonctionner correctement. Voilà. Alors, vous allez me dire, mais ok, mais pourquoi est-ce que tu nous parles de ça dans une vidéo pour les prises en charge? Et bien en fait, ça a tout son intérêt, puisque un des axes de prise en charge du TDAH, et je dis bien un des axes, puisqu'en général, on va privilégier une prise en charge multimodale, mais un des axes, c'est justement la prise en charge médicamenteuse. Alors pourquoi médicamenteuse? Tout simplement parce qu'en fait, comme je vous le dis, le TDAH, c'est un fonctionnement neurologique atypique. Et au jour d'aujourd'hui, à l'heure actuelle, le seul moyen qu'on a d'agir directement sur le cerveau, c'est par voie médicamenteuse. Alors, notamment par le méthylphénidate. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je pense que ça prendrait trop de temps et il y a beaucoup d'informations déjà. Et surtout, ce sera beaucoup plus simple que ça vous soit expliqué par un médecin. Simplement, moi, ce que je vais pouvoir vous dire, c'est que le méthylphénidate a commencé à être utilisé dans les années 60. Donc, ça veut dire aujourd'hui plus de 50 ans et de recul scientifique sur justement les effets, aussi bien sur les effets secondaires que sur les effets de dépendance, que sur tout un tas de choses qui on a un recul très important. Et ça permet de dire qu'effectivement, le méthylphénidate aujourd'hui fonctionne. Alors, ça ne veut pas dire qu'il est prescrit dans tous les cas, ça ne veut pas dire que toutes les personnes TDAH vont en prendre. Moi-même, j'en ai jamais pris. Peut-être qu'un jour, j'en prendrai, j'en sais rien. Mais voilà, mais en tout cas, c'est quelque chose qui fonctionne. Après, il y a énormément de fake news qui circulent sur le net, donc je vous invite à faire très attention. Du coup, dans cette vidéo, je vais aborder surtout les prises en charge non médicamenteuses et je m'attarderai peut-être un peu plus sur celle que je connais le mieux, à savoir la psychomotricité. Alors, la psychomotricité, qu'est-ce que c'est? C'est un concept qui nous dit qu'il y a un lien entre l'aspect cognitif d'une personne, donc ses pensées, l'aspect neuromoteur, neurologique et moteur, donc le développement de ses neurones et de la musculature, et l'aspect affectif, les émotions d'une personne. Et pour aller plus loin, ce concept il nous dit qu'il y a un lien entre les trois et que quand il se passe quelque chose sur un des éléments, ça va affecter tous les autres. Et donc le psychomotricien, ça va être le professionnel qui va accompagner son patient pour qu'il y ait un équilibre entre ces trois pôles. Voilà. Sauf qu'en fait, quand on a dit ça, on n'a strictement rien dit parce que bien évidemment, ça c'est hyper flou.
Du coup, ce que je vous propose, c'est que je vais faire une petite expérience. Là, tout de suite devant mon écran, je vais prendre ces 2 balles. Donc voilà, 2 balles bien tout à fait classiques. Il y en a une qui s'allume et l'autre, c'est une balle de tennis. Classique. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à jongler, comme ceci. Voilà. Donc là, je suis en train de faire un acte psychomoteur. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour pouvoir faire ça, il faut que j'ai une maturation neurologique qui me le permette, une maturation neuromotrice qui me le permette. C'est-à-dire que ça, c'est clairement pas quelque chose que je peux faire à 1 an. Voilà. Ensuite, sur le plan cognitif, il faut que je sois, puisque je suis quand même en train de vous parler, donc il faut que je sois toujours en contact de ce que j'ai envie de vous dire, que je garde en pensée les mots que j'ai envie de vous dire, et que je continue de les organiser. Donc ça, c'est l'aspect cognitif. Et sur l'aspect affectif, il ne faut pas que je sois trop stressé. Parce qu'en fait, si je suis trop stressé, ce qui va se passer, c'est que les balles vont partir dans tous les sens. Ok, maintenant qu'on a dit ça, comment ça se traduit dans une séance en psychomotricité pour la personne zapper? Alors, pour la personne zapper, là, je vais vous parler de moi, comment je travaille en psychomotricité. Ça ne veut pas dire que tous les psychomotriciens travaillent comme ça, mais bon, voilà. En général, la première étape, quand je reçois un patient en psychomotricité, je fais le bilan, etc. Et ensuite, la deuxième étape, c'est on va travailler sur la notion de cadre, parce que c'est très important. La personne avec TDAH, la personne zapper, a besoin d'un cadre qui soit contenant, mais pas trop ferme. Parce que sinon, ça part dans tous les sens. Et pas trop ferme, parce que sinon, il explose tout. Voilà, clairement. Donc du coup, quand on a réussi à trouver ce juste milieu-là, on peut commencer à travailler sur, à mon avis, la première chose qui est, à mon avis, est la plus importante chez la personne zapper, c'est la capacité à s'arrêter. Donc du coup, on va essayer de développer les capacités d'inhibition. Donc il y a une phrase qui est magique et que je trouve géniale parce que c'est comme ça que je la ressens et je me suis rendu compte que beaucoup d'enfants qui viennent me voir se retrouvent aussi dans cette phrase. C'est en fait, on a un cerveau de Ferrari avec des freins de VTT. C'est vraiment l'idée de se dire qu'on a un cerveau qui va à toute vitesse mais on ne sait pas s'arrêter. Et donc du coup, c'est un peu dommage de ne pas savoir s'arrêter. Donc du coup, la première étape, ça va être d'apprendre à s'arrêter. Et pour ça, et donc je reviens au début de la vidéo, pour ceux qui n'avaient pas oublié, à cette notion de verrou dopaminergique. Pour ça, en fait, le psychomotricien va utiliser des médiations pour justement amener son patient à développer ses compétences. Et donc du coup, chez la personne zapper, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer. On va jouer. Et moi, je vais souvent partir de ce que le patient m'amène, donc de ce qu'il aime faire. Donc principalement, donc là en ce moment et depuis quelques années, j'ai quasiment que des enfants qui adorent le foot. Et ben en fait, je passe quasiment toutes mes séances à jouer au foot. Donc c'est génial. Et donc du coup, par exemple, pendant un match de foot, je vais donner une consigne qui va dire pas le droit de toucher au mur. Ou je vais donner une autre consigne qui va dire à chaque fois qu'on entend top, et ben on s'arrête. Et donc du coup, l'idée, ça va être de donner des petits challenges comme ça pour que petit à petit, la personne apprenne à s'arrêter, apprenne à se poser. Une fois que les capacités d'inhibition sont plutôt développées, en tout cas en séance, on va pouvoir tranquillement aborder tout ce qui est notion de planification. Donc c'est aussi en lien avec l'impulsivité, hein, mais d'abord, il faut apprendre à s'arrêter pour ensuite pouvoir planifier. Donc ensuite, on va commencer à travailler justement donc, cette notion de planification, cette notion d'organisation, pas partir dans tous les sens, etc. Et on va y aller vraiment crescendo pour petit à petit finir par aborder la notion que tous mes patients TDAH, je devrais dire tous les patients qui viennent me voir d'ailleurs, adorent l'écriture. Ouais, on travaille aussi l'écriture en psychomode. Mais toujours de façon très ludique, hein. Toujours de façon très ludique, dans le jeu. Donc on va dessiner sur les murs, on va faire de la peinture, on va dessiner sur soi. Parce qu'en fait, voilà, c'est une autre manière d'aborder l'écriture, d'aborder la notion de trace, pour que ce soit toujours dans cet aspect ludique et de plaisir. Voilà, ça c'est pour aborder, hein, c'est un peu comme ça que j'aborde la prise en charge auprès d'un enfant zapper TDAH en séance, mais c'est pas tout, parce que si on fait que ça ne suffira pas. Dernière partie de cette vidéo sur la prise en charge de la personne zapper. Alors pour finir, j'aimerais parler un petit peu de cette notion d'environnement, parce qu'en fait, effectivement, l'environnement est primordial dans la poursuite du travail. Je m'explique.
tout le travail qu'on va faire en séance de psychomotricité, il n'aura aucun sens si s'il ne peut pas être transposé dans les autres sphères. Et du coup, pour qu'il soit transféré, il faut très tôt que ce soit les parents ou l'école qu'ils soient inclus et qu'ils soient au courant de manière globale et dans la mesure du possible de comment évolue le suivi et qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on met en place comme objectif. Je pense que c'est vachement important de bien travailler, de bien travailler à créer un environnement positif autour de la personne zapper pour justement profiter de cet effet de verrou dopaminergique. C'est-à-dire que plus la personne TDAH sera valorisée, plus elle va avoir envie, en tout cas, de faire des efforts, et moins on va voir les effets du TDAH, et moins on va voir les symptômes du TDAH. Et donc, du coup, ça va être mettre en place un environnement propice. Ça va être, par exemple, un enfant qui a du mal à rester assis pour manger. Enfin, je parle d'enfants, mais c'est exactement la même chose pour les adultes. Regardez, je suis assis sur un gros ballon, ça me permet de bouger tout le temps, je suis tranquille. Mais un enfant qui va avoir effectivement du mal à rester assis, pourquoi ne pas lui proposer de manger debout ? Avec des spatules, avec des adaptations qui lui permettront, dans cet environnement-là, de participer, comme tout le monde, au repas, sans être réprimandé par le fait qu'il bouge tout le temps, qu'il dérange, etc. Ça peut être une idée. En classe, pourquoi ne pas lui permettre d'aller déposer les clés, d'aller distribuer les feuilles, etc. En tout cas, au travail, quand on est adulte, pourquoi ne pas chercher un travail qui permettent de bouger tout le temps, qui permettent qui soit varié, qui soit stimulant. En tout cas, l'idée elle est là. L'idée c'est qu'il faut que les choses restent stimulantes et récompensantes. Récompensante, je pense que c'est aussi ça qui est important, et assez récompensante pour que la personne TDAH continue de faire des efforts et du coup continue de progresser. Et à ce titre, j'aimerais vous parler d'un programme, donc on aura l'occasion d'en reparler, ce sera l'occasion d'une série de vidéos à part entière et même d'une formation au cours de l'année. J'aimerais vous parler de programme Barclay. Alors très honnêtement, je trouve ça génial parce qu'en fait, les programmes Barclay, c'est en fait, donc ça a été mis en place par le professeur Barclay, qui est un professeur anglais qui est spécialiste du TDAH et qui explique très bien qu'en fait, c'est en comprenant et en mettant en place des habitudes de vie et un environnement propice que la personne TDAH va pouvoir se sentir plus à l'aise et donc du coup avoir une relation apaisée. Et donc du coup, c'est tout ça qui fera qu'on verra moins les symptômes du TDAH. Et en fait, je finirai là-dessus. Ce médecin voulait dire, c'est pas que le TDAH disparaissait de temps en temps, c'est que ce qu'il voulait dire, c'est qu'en fonction du contexte, en fonction de l'environnement et en fonction du travail qui était mis en place, à partir du moment où tout ça s'est fait en cohérence et en cohésion, dans un environnement sain, en général, les symptômes du TDAH, ils se font moins présents. Et donc, du coup, ils se font moins dérangeants. Et je pense que c'est ça le plus important. C'est au final, c'est pas tant de faire disparaître les symptômes du TDAH, puisque ça, on ne pourra pas les faire disparaître totalement. Mais par contre, on pourra les rendre moins dérangeants. Et c'est ça qui est intéressant. Bon, voilà. Je crois que c'est tout pour moi. Et je vous dis à la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine? Oh, je ne sais plus. Je crois que c'est l'impulsivité, mais je suis pas sûr. Donc voilà. Bon, écoutez, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao! Ah, zut! Zut, j'ai oublié la télécommande. Merde, elle est où? Ah, elle est là.